La première, podcast. Bientôt à table, Sophie Moons. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle heure de la gourmandise en ce samedi 8 juillet, tous en mode vacances, en mode cuisine, les doigts de pied en éventail. Ça va Carlo ? Très bien. Ça. Je trouve ce qu'il y a de gai dans les vacances, c'est qu'on peut cuisiner, prendre le temps de découvrir les cuisines du monde. Ça fait du bien au moral. Exactement. Bon Carlo, aujourd'hui nous mettons les voiles. Cap sur la Corse, l'île de beauté, Ajaccio, Porto Vecchio, son maquis, ses forêts de châtaigniers, ses montagnes et surtout un peuple fier de son identité. Et puis évidemment un héritage gourmand légué par les anciens, ces hommes et femmes de la terre et de la mer aussi. Depuis les charcuteries, les vins, les spécialités fromagères ou pâtissières, c'est tout un univers gourmand ce matin, Carlo, que nous allons faire découvrir à nos amis avec une éminence de la cuisine corse qui nous attend depuis Paris. J'ai nommé Monsieur Nicolas Stromboni. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Alors, évidemment, une personnalité incontournable, vous êtes caviste à Ajaccio et surtout auteur d'un ouvrage qui a fait un carton, Du pain, du vin, des oursins, publié chez Marabout. Vous êtes un amateur, un fou même de cette cuisine corse. Vous allez tenter de nous la faire découvrir à travers vos petites histoires, vos coups de cœur, vos producteurs fétiches, tout ça jusque midi. Ça vous va Nicolas ? C'est parti. Parfait, nous Sophie. parlerons aussi de vin corse avec l'ami Patrick Botcher avec nous ce matin. Bonjour Sophie. Alors la Corse, toute une histoire aussi avec des vins souvent peu connus. On va essayer de les faire découvrir ce matin. Un vigneron à l'honneur. Oui, Antoine Arena et son épouse Marie. C'est vraiment une famille identitaire du nord de la Corse, près de Bastia, sur l'appellation Patrimonio. On peut dire qu'avec quelques collègues, ils ont fait vraiment renaître ça. C'est surtout un cépage très très intéressant, très local, un blanc qui s'appelle le Bianco Gentile. Eh bien, nous en parlerons. Et là, nous dégustons un bon vin rouge. Tout à fait. Bien frais, tout ce qu'il faut pour, pour oui. le jour. Il fait chaud en juillet. Voilà les amis, tout ça jusque midi de la découverte du goût et un petit peu d'exotisme. Vos questions, vos réactions sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be, via notre page Facebook ou par email bientôt à table @rtbf.be. Bientôt à table sur la première. Carlo, c'est à vous, faites-nous découvrir cette magnifique île. C'est dangereux ce que vous me demandez Sophie. Non. J'ai une information capitale dans le contexte de cette petite introduction à notre émission qui va parler de cuisine corse. En fait, j'ai deux informations capitales. La première, de toute façon dans cette émission, on ne dira que du bien de la cuisine corse. On dira même volontiers que dans tous les terroirs français, la Corse est le plus riche. On dira que du bien des produits corses, des cavistes corses, des habitudes alimentaires corses, des restaurants corses, des magasins d'alimentation corse, des vignerons corses. Et cela car non seulement les Corses ont une excellente cuisine, mais comme l'a très bien dit Goscinny avant nous, ils sont un tout petit peu susceptibles. Mais la non. deuxième information capitale, c'est au cas où ça vous aurait échappé, la Corse est une île et c'est une constante dans nombre d'îles de la Méditerranée, que ce soit la Crète ou la Sardaigne. On aime la mer, mais parfois un petit peu de loin quand on est sur une île, et donc cela se ressent aussi dans la cuisine qui souvent, mais pas toujours, sera une cuisine terrienne. Souvent tournée vers la mer, mais pas toujours, on l'a dit. En témoigne déjà le titre du livre de notre invité du jour, Nicolas Stromboni, Du pain, du vin et des oursins. Penchons-nous quelques instants sur les quelques spécialités, les nombreuses spécialités de l'île de beauté. Une gastronomie, c'est toujours un mélange. Forcément, dans un lieu où il y a eu des Italiens, des Français, des Génois et plein d'autres peuples qui ont poussé la porte ou qui ont été accueillis, on a beau être sur une île, le repli n'a pas sa place ici, les influences sont multiples. On ne sera donc pas étonné de retrouver des plats et spécialités typiquement corses, avec un cousinage fort, avec d'autres plats de la grande région environnante, Italie, Sardaigne. Mais bien sûr, c'est bien plus que ça. En Corse, il y a cousinage, certes, mais il y a aussi spécificité très spécifique. Vous voyez comme je marche sur des œufs corses. Côté terre, le phare, c'est la charcuterie. Qui dit charcuterie dit cochon, dont la race indigène s'appelle le porco nostrale, porco nero, littéralement notre cochon à nous. Une bête qui a l'air sauvage, mais qui est domestique, qui mange du gland et de la châtaigne. Attention, je sais que le sujet est sensible, mais il y a deux types de charcutes en Corse. Le grand volume avec des cochons importés, et nous faisons pareil en Belgique, avec notre Ardenne, et le haut du panier avec le
cochon corse, le porco nostrale. Le cochon, il donne le prisutto, la coppa, le lonzo, et tout ça, c'est très bon. Mais pour les vrais grands garçons et les grandes filles, il y a le figatello, au pluriel figatelli, un saucisson de foie à manger chaud ou froid. Avec plus ou moins de foie selon le nord et le sud, Ouais. on en parlera, oui. Ouais, et que quand tu le mets en bouche, tu as parfois l'impression que tu ne pourras plus l'ouvrir jamais, ta bouche. Mais c'est vraiment tellement bon. Moi, j'adore ça, franchement. La Corse aussi, c'est du fromage broccio, de brebis ou de chèvre. Fromage, c'est un fromage de lactosérum, comme la ricotta. Il est protégé par AOP. On verra, il y a plein d'AOP en Corse. Nous en parlerons. Le fromage frais qu'on mange comme ça, avec des délectations, mais qui se prête évidemment à de multiples préparations en cuisine. Le fromage, le cachou, c'est des chèvres, mais c'est surtout aussi de la brebis. Grande diversité, là aussi des AOP. Et il y a, paraît-il, il y a encore ce fameux cajou marzu, ce fromage pourri avec les petits vers dedans. Ça reste au niveau de l'anecdote, mais semble-t-il, il existe encore. La Corse, évidemment, c'est d'autres produits labellisés, comme la châtaigne, qui peut être AOP elle aussi, le miel, l'huile d'olive, AOP elle aussi. Et c'est aussi des plats emblématiques, on survole à toute vitesse, on en reparlera mieux avec notre invité. La minestre, la soupe, les viandes, le cabri, l'agneau, mais aussi le veau, le civet, notamment de sanglier, les aubergines, les légumes, les fameuses aubergines farcies de Bonifacio, le poisson, les oursins, la langouste, et puis les douceurs, comme les gâteaux de châtaigne, le fameux fiadone, et qui nous ramène au broccio de tout à l'heure, les canistrelles et les biscuits à l'anis, et puis, avec les fromages, on se réjouira enfin de confiture de coings et de figues. Après le dessert, on respirera encore un peu de Corse avec les liqueurs de cédra, et surtout de myrte, qui me rappellent des souvenirs de camping qu'il vaudra mieux taire. Bref, la Corse, dont l'immense diversité est peu connue de nos auditeurs belges. Exact. Et on compte sur Nicolas Stromboni pour nous éclairer sur ces merveilles du centre de la Méditerranée, donc du centre du monde, bien entendu. Bien entendu. Petite réaction de notre spécialiste, Nicolas Stromboni, auteur de cet ouvrage magnifique, Du pain, du vin, des oursins. Alors, est-ce qu'il a bien résumé déjà cette J'écoute avec cette délectation Corse. et beaucoup de plaisir cette chronique qui est, je sais pas quoi rajouter. Voilà, elle est. Alors, on va l'applaudir, Carole. On sent la générosité chez les Belges. On sent que vous comprenez la Corse. Alors, Des oui. Belges un peu méditerranéens. Oui, c'est ça. je sais pas, mais enfin, en tout cas, voilà, ça me parle. Ça Cela résonne. étant Bravo. dit, Nicolas Stromboni, moi j'ai lu quand même pas mal de choses sur la Corse, et puis j'en ai quand même beaucoup entendu parler, où on est aujourd'hui dans une situation où les bergers, me dit-on, ressuscitent les traditions fromagères, où des jeunes vignerons plantent des cépages qu'on avait oubliés, les cépages endémiques, où les huiles d'olive valorisent désormais des variétés locales, où effectivement les carcasses de porc du continent cèdent du maquis au nustral. On a vraiment l'impression qu'il y a un véritable nouveau souffle sur cette... Ça s'appelle un riacquisto. En Corse, ça veut dire une réappropriation. Ouais. Effectivement, riacquisto. Ouais. Réappropriation. Donc, c'est beaucoup de jeunes, effectivement, qui ont entre 30 et 40 ans, qui, dans des domaines très, très différents. Vous en avez cité certains, mais on pourrait également parler de poterie, on pourrait travailler du fer, de verrerie, de pas mal d'autres choses, qui reviennent en Corse avec un regard un peu nouveau, un nouveau souffle, et effectivement remettent en musique ce patrimoine qui était un petit peu endormi. Un ami qui habite la Corse, Raphaël, me disait il y a quelques mois, jusqu'il y a peu, finalement, les vrais gardiens du temple culinaire, c'était les mères, les grands-mères. On mangeait finalement bien qu'en famille. Et aujourd'hui, les Corses s'ouvrent à la cuisine des chefs. Vous constatez ? Oui. Alors c'est surtout les chefs continentaux qui ont les premiers soulevé la beauté, la richesse, la diversité, la qualité, l'authenticité de ce patrimoine. Vous qualifiez de plus riche de France, effectivement, c'est le patrimoine gastronomique le plus riche de France, et aujourd'hui on doit le faire savoir. Et on dit même que ces chefs étoilés ont même poussé les fournisseurs vers une vraie grande qualité. Vous le confirmez ou pas ? Oui, c'était des mondes qui cohabitaient, qui ne se côtoyaient pas, et aujourd'hui ces chefs ont tiré les fournisseurs hors de leur exploitation, et pour le plus grand bonheur à la fois des fournisseurs et puis pour le nôtre, bien évidemment. Bien, nous allons continuer cette jolie découverte de cette magnifique Corse sauvage entre terre et mer, cette cuisine magnifique. On en parle juste après Jacques Dutronc et Étienne Dao. Tous les goûts sont dans la nature, et c'est particulièrement vrai ici pour les Corses. Bientôt à table, 40 degrés à l'ombre, restons gourmands. Vous écoutez la première Bientôt à table ce matin, Carlo. Oui. Découverte de la cuisine corse. Vous êtes peut-être nombreux à prendre le départ en ce moment, à aller visiter cette île magnifique pour Plus agréable à visiter au mois de juillet qu'au mois d'août. Il y a un petit peu moins d'Italiens. Exact.
Voilà. C'est un Italien qui C'est un parle. Italien qui le dit. Voilà. La Corse aujourd'hui avec Nicolas Stromboni, auteur de cet ouvrage du pain, du vin, des oursins. Tout va toujours bien, Nicolas? Tant qu'il reste des Corses en Corse au mois de juillet, moi je signe, Sophie. Tout va très, très bien. Mais il se cache les Corses au mois de juillet. Dites-moi, Nicolas, parlons évidemment d'un des temples, effectivement, de cette culture gastronomique en Corse. C'est la charcuterie corse. Dans cet ouvrage, vous parlez effectivement de cette histoire. Comment tout cela est apparu? Comment les familles pratiquaient finalement une boucherie obligée parce qu'il fallait bien manger, parce qu'on était isolés dans ces petits villages. Bon, je crois que comme dans toutes les provinces d'Europe, on avait besoin de se nourrir, on avait besoin de porter une viande d'un bout de l'année à l'autre, et simplement on raisonnait en polyculture avec ce qu'on avait autour de soi, et c'était à peu près pour tout le monde pareil. Hein. Du maraîchage, quelques poules, des cochons, et pour les plus chanceux, des veaux et des vaches. Vous parlez aussi d'une saisonnalité de toutes ces charcuteries. En hiver, c'était le figatello, Je suis très heureux de vous recevoir en juillet et en août, mais c'est vrai effectivement, Sophie, si vous voulez vraiment goûter la grande gastronomie corse, et notamment le figatelle, c'est pas tout à fait maintenant, c'est déjà un petit peu trop tard, donc méfiez-vous des figatelli qu'on va vous proposer cet été. S'ils sont surgelés de l'hiver, ça marche encore, mais autrement tournez-vous plutôt vers du prisotto, vous en avez parlé tout à l'heure, ou de la coppa, qui sont plutôt des produits de saison. Oui, pour alors le figatelle, c'est en hiver. Au printemps, on a le lonzu, ce filet avec ce gras. On a pas mal de jolies choses. La coppa, vous venez d'en parler, les chines de porc salé, le prizzutto. C'est finalement le jambon cru corse, finalement. Hein. Oui, c'est une salaison. Alors, c'est plutôt une pièce qu'on a l'habitude de consommer en été, parce que pour deux raisons. D'abord, parce qu'en été, les familles sont nombreuses, on entame plus volontiers un jambon. Hein. Rappelez-vous que la technique du sous-vide et du froid, elle est finalement assez récente. Donc, le prizzutto, c'est plutôt en été. La coppa, on va dire au mois de mai-juin. C'est une pièce qui demande à sécher un petit peu plus et un petit peu en avant-saison, donc le saucisson, le figatelle, effectivement le lonzo et sans oublier la pancetta. Alors, effectivement, on a reçu pas mal de demandes d'auditeurs qui voulaient et qui vont aller découvrir la Corse, qui voudraient être sûrs d'acheter de la vraie charcuterie corse, élaborée avec le cochon endémique, local. Oui, le porc noustral, voilà. et le cochon noir. Alors, justement, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces soi-disant charcuteries made in Corse qui étaient en réalité fabriquées avec un porc breton. Et tout ça, ça fait beaucoup de mauvaise publicité, finalement, autour de ces fabrications artisanales, hein. Oui, de la mauvaise ou de la bonne, parce qu'en même temps, il y a toujours une controverse à tout. Aujourd'hui, effectivement, on trouve deux types de charcuterie. On trouve une charcuterie dite fermière, avec des niveaux de qualité aussi inégaux, hein, parce que tous les vins faits par des artisans n'ont pas tous le même goût, comme les charcuteries, comme le fromage, etc., etc. Ouais. On trouve des charcuteries dites industrielles, avec des cochons qui viennent de l'extérieur. Mais n'ont pas droit, pardon Nicolas, je vous interromps, ces charcuteries-là n'ont jamais le droit à l'AOP, on est d'accord, hein? Elles n'ont jamais droit à l'AOP. Alors pour ma part, je vais peut-être un petit peu vous contrarier, mais je suis assez content que les charcuteries, qu'une partie de la charcuterie soit faite avec des carcasses qui viennent de l'extérieur, parce qu'il faut savoir quand même que le porc, c'est un animal qui est très 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 polluant. Et à titre tout à fait égoïste, quand je veux trouver de la bonne charcuterie corse, je vous expliquerai après comment on s'y prend. C'est facile, on en trouve, et pour le reste du marché, je suis bien content que les cochons soient élevés ailleurs. Alors c'est un propos extrêmement égoïste, mais à la fois je suis très très conservateur pour mon pays. Oui, parce que vous dites, s'il fallait tout produire avec des cochons locaux, il faudrait réserver 1/6 de notre territoire à la production et ce serait une catastrophe écologique. Oui, pire, au moins aussi importante qu'une marée noire. Alors, on l'entend rarement, ce genre de discours. On entend rarement ce genre de discours. Alors voilà comment on s'y prend pour trouver de la charcuterie corse. La route en Corse, c'est une grande rocade qui fait tout le tour de la Corse et une rocade transversale. Vous quittez cette rocade, vous allez tomber assez rapidement, au bout de 5, 10, 15 minutes de route, dans un petit village. Vous garez votre voiture à l'ombre, tranquillement. Vous sortez de votre voiture en silence. Vous vous baladez dans un petit village et là, vous allez rencontrer toujours comme dans Astérix, on en parlait tout à l'heure, un petit vieux ou une petite vieille assis sur un banc. Vous allez poliment lui dire bonjour, lui demander la permission de s'asseoir à côté, puis vous allez engager la conversation. Et vous verrez que dans chaque village, il y a toujours un éleveur de porc, un berger, un apiculteur. Il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose de bon et qui vous renvoiera vers quelqu'un d'autre. Et là, vous aurez vraiment l'essence du produit. Donc, quittez la plage, quittez la mer un instant, quittez le littoral, perdez-vous sur les routes de Corse, vous verrez, on n'est jamais perdu. C'est merveilleux. Et c'est vrai, vous avez de nouveau réinsisté sur cette magnifique sainte trinité de la Corse, c'est-à-dire le cochon, la brebis
et les abeilles. Hein. Ces produits se trouvent partout. Et je pense que cette espèce d'affection du miel, qui est un peu comme celle des Grecs, finalement, est assez unique en Méditerranée du Nord ou en Méditerranée centrale. Hein. Il y a une vraie passion vous avez signalé les abeilles pour le miel chez vous. On a une flore qui est tellement vaste, qui est tellement pure qu'effectivement, ça se prête. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes apiculteurs raisonnent par saison et par topographie. C'est assez intéressant. Hein. Je pense à Pierre Carly, qui est à Patrimonio, qui a ses ruches en hiver au bord de mer, et puis arrivé l'été, il est transhume, hein, comme on transhume un troupeau de brebis au centre du Cap Corse. Donc on est sur des végétaux beaucoup plus rôtis, beaucoup plus mûrs. Donc on est sur des miels beaucoup plus concentrés, plus parfumés. Arrivé au début de l'automne, il descend ses miels dans la châtaigneraie. Donc là, on est sur des arômes de bois, de résine, de cendres très intéressants. Puis en hiver, elles vont butiner l'arbouze. Et là, on est sur des miels amers de gastronomie absolument fantastique. Le miel d'arbousier, qui est un miel de grande gastronomie que les chefs redécouvrent ou découvrent tout simplement avec grand bonheur, puisque ça emmène toujours plein de parfums dans la cuisine sans les excès de sucre. Notamment ce miel. Moi, après c'est un avis personnel, mais je trouve qu'avec les fromages très affinés, les fromages de Brognie un peu salés, un peu affinés, je trouve que c'est un petit contrepoint amer comme ça qui est formidable. C'est parfait. Pour moi, c'est la seule note sucrée que j'autorise à titre tout à fait personnel. Sur les fromages. Sur les fromages, je exite la confiture de figue. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'avec le miel, ça marche très bien. Mais justement, parlons-en de ces fromages corses, une topographie de l'île qui sied à merveille aux petites brebis et aux chèvres. Donc, c'est une production essentiellement axée vers ces animaux-là, hein, Nicolas Stromboni. Oui, je crois qu'on doit comptabiliser une dizaine de vaches tout au plus qui font du fromage, donc on va pas en parler. Ouais, c'est des brebis, majoritairement, des chèvres. Souvent, les deux laits peuvent être mélangés. C'est assez complexe. Souvent, les deux laits peuvent être mélangés. Mais moi, mes grands-parents étaient bergers. Et on avait, je crois, deux tiers de brebis, un tiers de chèvres. Alors la chèvre, c'est un animal qui se prête effectivement bien à la partie plus intérieure, plus rurale, plus montagneuse, parce que la chèvre ne connaît pas de frontières, donc c'est beaucoup plus pratique. La brebis, par contre, elle est plus paisible. Elle a besoin d'espace plus plat. Alors, pour les fromages, on trouve 5 types de fromages en Corse. Donc, quand vous êtes dans le sud, à Sartène, une grande curiosité française, c'est la seule AOP qui autorise le fromage fumé. Donc, on a droit de fumer ce fromage. C'est une tome de brebis de 2 kilos avec une croûte qui est caramel, qui sent le lentilles. C'est très affiné, ce fromage fumé ? Non, c'est un fromage qui est affiné 3 mois, 3-4 mois, qui peut se consommer sec en cuisine, mais moi personnellement je l'aime quand il est un petit peu frais. Il est fumé au bois de lentisque. Lentisque, c'est un arbuste du maquis, qui est un antiseptique. Donc ça, c'est pour la région de Sartène. On va peut-être pas tout déflorer, parce que nous avons parmi nous aussi un grand spécialiste fromager affineur, Julien Hazard, qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour Carlo. Quand vous avez entendu qu'on parlait de fromage corse, vous vous êtes dit j'appelle et je vais aussi nous donner quelques idées de bons fromages. Est-ce que vous, en tant que fromager affineur bruxellois, Julien Hazard, ce sont des fromages que vous mettez beaucoup à l'honneur à la fromagerie, enfin au magasin? Oui, mais on a quand même vraiment tout un assortiment de fromages corse. On a quand même 6 à 7 fromages corse dans notre étalage, parce que c'est quand même des fromages très typiques. Et quand on veut avoir un bel assortiment de fromages de brebis ou de chèvre, c'est vrai qu'il faut toujours avoir des fromages corse alors dans son étalage. Alors, c'est vraiment une type idée. Ce qu'on va essayer de faire, vous allez nous donner quelques petits coups de cœur de fromage corse et on va évidemment laisser Nicolas nous donner les siens, histoire d'avoir une petite idée de jolis plateaux de pâtes fromagères made in Corse en ce début du mois de juillet. Je vous écoute, Julien. Quelles seraient les pâtes que vous nous proposeriez en ce mois de vacances? Et moi, je crois qu'il faut toujours commencer avec le brochou, le brooch, qui est le pilier de la gastronomie corse, qu'on mange sucré ou salé, qui est à base de nombreux plats et de desserts, qui est quand même un fromage traditionnel et qui a la particularité de ne pas être fait avec du lait, mais avec du lactosérum. Donc, ça ressemble à la ricotta italienne. La ricotta italienne est quand même très souvent produite avec du lait de vache. Ici, on est sur du lait de brebis. Ça a une texture très fine, c'est légèrement granuleux, mais ça reste fondant et onctueux. C'est très doux en goût, avec un petit peu d'acidité, des arômes de lait frais. Moi, j'adore vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, il faut en profiter parce qu'il reste encore peut-être 3-4 semaines et puis la saison sera terminée. C'est vraiment un produit saisonnier, de mi-décembre à la fin juin. On peut encore, si on arrive, on peut encore trouver des brochous passous, donc des brochous affinés, qui ont entre 3-4 semaines d'affinage et un petit duvet blanc grisâtre qui se met dessus.
Et là, on a des arômes tout à fait différents. On a un peu des arômes salins aussi, qui sont quand même très, très intéressants. Nicolas Stromboni, on dit que le brochu est l'orgueil des bergers et fait la fierté de toute l'île. Est-ce que vous le confirmez ? Je le confirme, et puis j'écoute avec beaucoup de bonheur Julien parler du brochu. Il a raison. C'est un produit qui est extrêmement délicat, si on devait le qualifier. C'est de sa texture dont on parlerait, qui est une texture cotonneuse. Et effectivement, ça a souvent été imité, mais jamais reproduit. Alors, quels sont les autres fromages, Julien ? Coup de cœur. Mais alors, on pourrait aller sur un fromage affiné avec des herbes. Hein. On appelle ça le brin du maquis, fleur du maquis, brin d'amour. Ça a beaucoup de noms différents. Il faut aussi trouver ceux au lait cru, les fermiers. Parce qu'il faut savoir qu'en Corse, il y a aussi un groupement de fermiers corses et qui font des fromages et qui les distribuent comme ça. Et ça s'appelle Cachou Casanou. Et en fait, ce sont des fromages vraiment fermiers au lait cru. Donc, fromage au lait de brebis, mais à pâte molle. Vraiment, c'est onctueux. Et alors, c'est des herbes typiques du maquis. Donc, il y a aussi un peu de piment, coriandre, sarriette. Et ça donne vraiment un côté herbacé. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu plus affinés, pas trop frais, qu'on a encore de nouveau un petit duvet qui se met dessus et qui donne de nouveau un peu plus de goût. Parce que quand ils sont trop frais au début, les herbes sont trop marquées. On goûte trop les herbes, un peu trop peu le fromage. Sinon, on pourrait aller sur, naturellement, les tomes corse, les corignou, qui sont faits avec des laits de brebis aussi, de nouveau, lait cru. C'est pas trop puissant, mais ça a quand même du caractère. Et c'est un petit côté salé très intéressant. Bon, ben voilà, on va venir faire un petit tour chez vous et chez nos fromagers belges qui mettent à l'honneur cette magnifique production fromagère. Allez-y, découvrez les fromages corses en cette période estivale. C'est que du bonheur. Merci beaucoup, Julien. On va vous laisser vaquer parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde en boutique. À tout bientôt, Julien. Oui, à bientôt. Merci. Petite réaction concernant le brochu, Nicolas Stromboni. Comment est-ce qu'on peut le déguster, ce célébrissime brochu ? On le déguste dans son appareil le plus simple, c'est-à-dire si on a la chance de l'avoir très très frais, simplement avec une cuillère, en fermant les yeux, avec beaucoup de gourmandise et de respect. Vous êtes un vrai Corse, vous, bravo à Julien de défendre aussi bien la Corse, parce on sent qu'il aime ça et qu'il connaît son sujet. Vous êtes un vrai Corse, et je le dis parce que je découvre beaucoup de sensualité dans votre approche. Quand vous parlez de cette nourriture et de ces spécialités, on sent que vous parlez avec les tripes aussi, non ? Avec les tripes, et puis un petit peu aussi avec la casquette du sommelier, parce qu'on est habitué à décrire les choses, à mettre des mots sur des sensations. Alors c'est vrai que ça aide parfois un petit peu pour trouver les mots sur le ressenti. Oui. Alors on a parlé effectivement des fromages, des charcuteries. La Corse est aussi une terre de production de légumes. J'ai lu que l'île de Beauté aujourd'hui bat haut la main le record national des conversions en bio. C'est étonnant parce que j'avais pas cette image-là des cultures corses. Alors, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. En fait, quand vous avez la chance d'avoir de l'eau, du soleil, un petit peu de vent, la partie médicale qu'on pourrait emmener à la plante n'est pas nécessaire. Donc, la conversion bio chez nous, elle est tout à fait naturelle. Nous, on a toujours été en bio chez nous, enfin dans notre famille, sans le savoir, bien évidemment, puisque on piochait, et c'est tout. On piochait, on arrosait, on ramassait des légumes de grande qualité. Donc, de cette agriculture-là, la conversion bio, l'effort n'a pas été si dur que ça. Alors on peut évoquer peut-être, Carlo, quelques magnifiques productions corses. On pense forcément à la clémentine corse, qui fait même parler d'elle chez nous. Et ça va nous changer de la clémentine espagnole. Alors cette clémentine corse, Nicolas Stromboni, alors on n'est pas dans la belle saison. Pour l'instant, la saison, il faudra plutôt attendre l'automne, jusqu'au mois de décembre, plus ou moins. C'est un fruit d'hiver, des agrumes. Enfin, sauf le citron qui plusieurs fois par an. Elle jouit d'une IGP. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Elle est IGP ou IGP ? Elle est IGP, oui. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette clémentine corse, et qu'est-ce qui la différencie de sa cousine espagnole, par exemple ? Je crois que c'est le rapport sucre-acide. En fait, on a un petit peu comme dans le raisin, on a des journées qui sont très très ensoleillées, des nuits extrêmement fraîches. Et cette fraîcheur, c'est cette variante de température entre le jour et la nuit, ça a toujours deux effets sur les fruits. Ça catalyse à la fois l'amertume et ça développe l'acidité. Donc, on a un rapport sucre-acide qui est extrêmement intéressant et très très contrasté. Du coup, on a des fruits comme ça qui se mangent avec beaucoup de plaisir, sans aucun arrêt. La clémentine, le plus dur, c'est de s'arrêter de manger, de mettre la main dans le panier. Alors parlons à présent. Ah oui, on peut aussi parler du pomelo. Le pomelo de Corse, qu'est-ce qu'il a de particulier, lui ? Alors, il a une amertume qui est très retenue. C'est un pomelo qui est très frais, très parfumé, avec finalement très très peu d'amer, donc qui peut faire le bonheur aussi des enfants. Voilà, c'est vrai qu'un pomelo... On peut éveiller les enfants à l'amertume avec ce fruit, et c'est merveilleux. Et la cuisine corse se décline autour de ces agrumes ?
Alors, de plus en plus, on a toujours utilisé des agrumes dans tout ce qui était cuisine confite, pour tempérer ce goût de viande cuite. Mais aujourd'hui, de plus en plus dans des cuisines de produits bruts très très peu cuits, on utilise soit le zeste, soit la pulpe, soit les deux d'ailleurs. Personnellement, imagine avec vos langoustes, on imagine très bien des petits quartiers de pomelo ou de... Ça suffit. Il y a une très jolie recette dans le livre du pain, du vin, des oursins sur la langouste à l'ajaxienne, où simplement on va légèrement cuire rôtir la langouste très rapidement, et puis on va soulever la chair de la langouste et on va y glisser un petit peu de zeste d'orange ou de citron et quelques herbes, et on va la terminer au four. Ça suffit, Nicolas Stramboni. Il suffit. Bon. Carlo. Oui, Sophie. On va boire un petit verre de vin. Moi, j'ai déjà affonné, là, je suis en train de l'évaporer. On va quand même aussi parler de cette cuisine de la mer, parce qu'évidemment, on ne peut pas que se centrer sur la cuisine de la terre. La cuisine de la mer, très présente aussi chez les Corses, des poissons, des coquillages, des crustacés. On y découvre même des huîtres sauvages. Ouais, vous sembliez dire tout à l'heure qu'on était effectivement c'était pour rebondir un peu sur le cliché, oui, mais pour vous stimuler un petit peu là-dessus, oui, tout à fait. Alors, je vous dévoilerai pas le titre du prochain livre, mais vous aurez peut-être compris à la fin du propos qu'il sera peut-être tourné vers la mer. Quand on fait un petit peu le parallèle, on a globalement une dizaine d'animaux terre qui se cuisinent, et on a plus de 300 espèces d'eau. Donc c'est des lacs, des cours d'eau, des étangs, des rivières et la mer, bien évidemment. Donc quand on fait le parallèle de ce patrimoine aquatique et terrestre, on comprend quand même assez facilement qu'on a plus de recettes autour des produits de l'eau que des produits de la terre. Alors, quelles sont les spécialités de la cuisine de la mer, Nicolas Stramboni ? Alors, ce sont des recettes qui sont gardées assez secrètes par les familles de pêcheurs. Alors, ça peut être effectivement la tzimine. La tzimine, c'est cette bouillabaisse. C'est un produit méditerranéen qu'on trouve un petit peu sur toutes les terres qui ont une façade maritime. Ça peut être la bouillabaisse, bien évidemment, la soupe de poisson, mais ça peut être des poissons farcis, ça peut être des poissons rôtis, ça peut être simplement des coquillages mangés crus. Ça peut être des langoustines. Les langoustines du Cap Corse sont fantastiques, toutes petites mais très très savoureuses, un petit peu comme les gambères rouges italiennes, les gamberone. Et puis bien évidemment la crevette de Bonifacio aussi. La crevette absolument, la crevette de fond sableux, et puis bien évidemment l'oursin. Ah, il pizzo. Non, Udzino, Sophie. C'est le vin, mais je bois du vin en même temps, moi, vous savez. Ben voilà. Est-ce que vous buvez du vin blanc avec l'oursin, Sophie ? Non, c'est du vin rouge. Vin rouge, là, qui nous sert. Bon, mais c'est pas grave, vous êtes pardonné. Si vous êtes chambré, ça fonctionne. Et l'oursin, vous le mangez comment, Nicolas Stramboni ? Avec des amis, Sophie. Oui, toujours. Oh, qu'est-ce que je l'aime, Nicolas. Mais oui, les amis du vin, mais quoi encore ? C'est juste l'oursin comme ça, avec un petit morceau de pain comme ça ? L'oursin, dans sa plus grande simplicité, c'est une fougasse. Un oursin à peine pêché, tranché au bord de mer, et on va cueillir délicatement le corail avec cette fougasse, et basta. Dites-moi, Nicolas, comment vous dites fougasse en Corse ? Fougasse. J'en ai aucune idée. Vous lui avez posé une colle, là. Non, mais j'adore la langue corse. Je trouve que c'est une langue qui sonne. C'est très brut, c'est beau. Alors, qui sonne merveilleuse, mais donc, et là, par exemple, j'avais trouvé quelques mots corse pour démarrer. Mais je ne sais pas, justement, là, j'avais pas la fougasse, donc, je me demandais. Voilà. On ne dit pas en Corse, on la mange. On la mange. On pourrait la corsiser, mais on va garder fougasse. Parce que fougasse, c'est le nom provençal. Il y a tellement de poésie dans ce mot-là. Moi, j'ai toujours entendu fougasse là-bas. C'est le mot provençal. Bon. Voilà. Alors, regardons fougasse. Et on pourra accompagner ça, Nicolas Stramboni. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage Du pain, du vin, des oursins entre amis. Vous auriez pu le rajouter. On peut parler aussi de l'huile d'olive. Parce que chez nous, en Belgique, on a beaucoup d'huile d'olive espagnole, grecque, française, italienne. Mais la Corse, je la trouve pas. On a un vrai gros problème, Sophie, encore. C'est qu'on consomme tout on consomme tout dans l'île. Et c'est vrai qu'on a plus volontiers envie d'inviter les gens à venir nous rencontrer, et j'insiste, toute l'année, pas qu'en juillet, toute l'année, parce que la gastronomie, c'est une gastronomie qui est finalement très 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 large, mais en quantité relativement faible pour l'instant. Quelles sont les particularités de ces huiles d'olive ? Il y a de tous les genres. On a du piquant, on a des huiles d'olive plus douces, on a des petites olives tout à fait particulières aussi.
On a deux approches dans l'huile d'olive. On a une approche traditionnelle où l'olive est récoltée très très mûre. Parfois, elle a des goûts un petit peu chauds, mais un petit peu rances. Des huiles qui sont un petit peu plus noires. Personnellement, mon goût ne va pas tellement sur ces huiles-là, mais on en trouve quand même beaucoup et ça séduit encore un très très large public, un public un petit peu plus ancien. Et puis le public un peu plus contemporain va rechercher des huiles plus fraîches, plus vives, plus des huiles d'olive qu'on trouverait en Toscane, c'est-à-dire avec des finales amères, vives, des finales souvent sur l'artichaut, sur des herbes fraîches. Quelque chose avec un peu plus d'ardeur, quoi. Avec un peu plus d'ardeur et d'énergie dans le, effectivement. Moi, j'avais goûté une huile d'olive à base de Germana, c'est possible? Oui, la Germane, voilà. Bien sûr, tout à fait. Et je la trouvais elle était bien piquante, elle avait quelque chose, elle avait de la gueule, quoi. Elle était corse, quoi. La Germane, effectivement, elle peut être très 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 poivrée. Elle est extrêmement intéressante. Alors moi, c'est une huile que j'utilise plutôt coupée avec une huile douce pour venir un petit peu calmer la fougue de la Germane. Oui. Non, mais moi j'aime bien la fougue. Je sais pas ce que vous lui avez fait, Nicolas, mais on va devoir. Oui, mais va vous parler d'un truc qui me parle. Patrick Botcher, vous vouliez réagir sur tout ce que vous avez entendu. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste vin. Il y a des réactions quand même par rapport à tout ce que vous avez entendu? Oui, bien sûr, mais aussi vous savez que je suis disciple de Slow Food et j'ai pas été étonné du tout d'entendre que finalement l'île a un caractère naturellement bio et pour les raisons qui ont été exposées, le vent, la fraîcheur de nuit, la chaleur du jour. Par contre, j'étais très intéressé à entendre qu'il y a un nombre incalculable de vieilles espèces. Est-ce que la Corse, à ce niveau-là, un peu comme pour le reste, a su garder son indépendance vis-à-vis des catalogues végétaux européens? Oui, et de plus en plus, parce que finalement on a ouvert les yeux. On a toujours, on n'a jamais véritablement abandonné ce patrimoine. Mais si on prend simplement cette donnée-là avec l'aspect du vin, on a effectivement eu un vignoble qui a eu des cycles. Hein. On avait 30 000 hectares au début du XXe siècle. On a eu plus que 7 000 à la fin de la Seconde Guerre. On est remonté à 30 000 hectares avec l'arrivée des Pieds Noirs. Et avec l'arrivée des Pieds Noirs, on a également eu l'arrivée des cépages méditerranéens ou bordelais, qu'on a très 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 vite abandonné 10 ans plus tard au profit de cépages corses un petit peu plus solides. Et depuis une vingtaine d'années, on redécouvre ce patrimoine ampélographique extrêmement riche de 22 cépages pour l'instant, mais je crois qu'on continue à en trouver chaque année, il continue à s'enrichir. Eh bien, nous allons en parler dans quelques minutes puisque nous rejoindrons à Patrimonio un grand monsieur du vin corse, Antoine Arena. On le découvre et on le rencontre dans quelques petites minutes. Bientôt à table, des hommes et des vignes. Voilà, je vous emmène à présent à Patrimonio, les amis. Patrimonio, une petite enclave de l'île de Beauté, un lieu magnifique qui abrite l'appellation la plus réputée parmi les vins corses. Et on y découvre sur place, Patrick Botcher, Antoine Arena, un grand monsieur de la vigne. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous nous accordez 5-6 minutes. Bonjour à tous nos amis belges. Vous nous accordez 5-6 minutes parce que vous êtes là en interview avec la presse américaine. Autant dire que vous avez un succès fou à travers le monde. Alors, Patrick Botcher, je vous laisse quand même nous faire les présentations. Alors oui, donc Antoine, Marie, son épouse et ses 2 fils se sont installés vraiment dans le début des années 80 dans cette partie du nord de l'île, sur un terroir calcaire qui permet vraiment d'avoir de très très belles choses, aussi avec des expositions qui ne sont pas toujours au sud, des expositions est qui donnent des vins extrêmement frais et surtout des grands vins de garde, toujours sur du terroir calcaire. Alors il y a bien sûr en rouge Nioluccio qui est un lointain cousin du Sangiovese. Il y a le muscat du Cap Corse qui est beaucoup plus puissant mais qui garde toujours beaucoup de fraîcheur. Il y a bien sûr le Vermentino, donc qui est le nom corse du Vermentino, qui est le blanc un peu plus classique, un peu plus gras, mais qui possède aussi beaucoup de fraîcheur. Et alors, bien sûr, la marque de fabrique du domaine, on en parlait justement il y a quelques secondes, un cépage qui a été redécouvert par la famille, c'est le Bianco Gentile, qui est vraiment une petite merveille que la famille a replanté et chéri depuis maintenant une vingtaine d'années. Et vous n'avez pas dit le mot, Patrick Botcher, mais c'est aussi un tenant d'une viticulture naturelle. Oui, alors bien sûr, on est sur du bio, mais ça on l'a dit, c'est presque classique dans l'île. Le domaine a évolué en biodynamie et bien sûr, les vinifications sont faites le plus proche du fruit possible, ce qu'on appelle au naturel, même si les vins restent toujours d'une énorme précision. Alors Antoine Arena, merci donc de nous accueillir dans vos vignes. Comment est-ce qu'on pourrait résumer votre approche du vin aujourd'hui en 2017 à Patrimonio en Corse? Ouais,
avant toute chose, je voudrais faire un petit rectificatif parce que ce n'est pas la famille Arena qui a retrouvé le Bianco Gentile. La famille Arena a été les premiers à le replanter, à le commercialiser. D'accord. Mais le Bianco Gentile a été retrouvé par une station expérimentale qui est le Servicorps, qui est une station expérimentale qui a été créée en 1982. Voilà pour la précision. Qui lui appartient. D'accord, mais vous avez été les premiers à replanter. Voilà, il ne faut pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Attention. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup d'autres vignerons qui en ont planté aussi, et donc c'est un cépage qui est sauvé, puisque c'est un cépage qui est endémique à la Corse, qu'on ne trouve ni en Italie, ni en Espagne, ni sur le continent français, donc nous sommes assez fiers d'avoir ce genre de cépage. Alors, voilà. on aura compris que votre truc, Antoine Arena, c'est de remettre sur le devant du verre bien ces cépages typiquement corse, Vermentignou, j'ai certainement pas l'accent, Nieliucciu, etc. Oui. Vous avez finalement oublié les grands incontournables, Grenache, Carignan, qui ont été longtemps plantés sur vos terres. Oui, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'il fallait faire une viticulture de production endémique. Et chaque fois que j'ai voulu copier, quand j'étais à l'école, chaque fois que j'ai voulu copier sur le voisin, j'ai toujours mal fait. Alors que quand je faisais par ma propre initiative, j'avais au moins, si ce n'était pas bien, j'avais au moins l'indulgence de mes enseignants. Eh ben, en viticulture, c'est un peu la même chose. Nous sommes repartis vers nos vieux cépages plutôt que de vouloir faire des imitations d'autres appellations. Nous sommes remontés à l'origine parce que vous savez, nos anciens, ils n'avaient certainement pas de centre de recherche, mais ils avaient une faculté qu'aujourd'hui malheureusement on perd un petit peu, c'était le sens de l'observation. Ils savaient observer les cépages là où ils étaient le mieux adaptés. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fin de compte ce que nos anciens faisaient il y a un siècle, voire plus d'un siècle, ce n'était pas si bête que ça, et on y revient. Aussi bien dans le choix des cépages que dans les méthodes culturelles et des méthodes de vinification, parce qu'on revient aussi à des méthodes de vinification, comme vous le rappelez tout à l'heure, les plus proches du fruit, les plus naturels possibles, en essayant d'élaborer des vins qui ne ressemblent pas à d'autres vins d'autres régions, aussi bien de Corse que du continent. C'est ces vins qui sentent plus qui ont plus de la chimie que du terroir, voilà. Je voudrais faire réagir Nicolas Stromboni, qui nous entend depuis Paris, auteur de cet ouvrage du pain, du vin, des oursins, mais aussi caviste à Ajaccio. Nicolas, est-ce que Antoine et ses enfants, puisqu'ils travaillent aussi désormais dans la vigne, est-ce qu'ils incarnent effectivement le renouveau des vins corses aujourd'hui ? Oui, depuis très très longtemps, Antoine d'abord et ses enfants ensuite ont travaillé sur l'harmonie du vin. Antoine, je crois que c'est le premier chez qui j'ai entendu ce néologisme buvabilité. Il dit voilà, ce sont des vins qui se boivent, et avant tout, ce sont des vins qui se boivent avec une personnalité. Et ça, je crois que on y tient tous. Et Antoine a été et est toujours l'ambassadeur de ce style de vin-là, très 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 proche du fruit et du terroir. Bonjour Nico. Tu es à Paris? Salut Antoine. Hein, je suis avec toi, Antoine. On communie à distance. On communie. Mais comment est-ce que vous pourriez nous décrire vos vins, Antoine Arena? Est-ce qu'il y aurait moyen de nous faire rêver sans pouvoir le goûter? Là, je goûte ici un vin rouge. On boit quoi là, Patrick Butcher? On boit un Mortamaio, donc du Nieliucciu de 2012, avec une fraîcheur vraiment étonnante pour le millésime. Et comme ça cogne là dans le studio, comme ça cogne dehors, ça fait vraiment plaisir. Mille merci Antoine pour ça. Ça me fait plaisir. Tous ces hommages que je ressens en ce moment, je disais à mon ami journaliste américain, là, ça commence à sentir un peu le sapin. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on commence à vieillir, qu'on s'approche de l'issue finale. Ça me fait plaisir, mais en même temps, j'aurais préféré être plus jeune et qu'on parle moins de moi. Oui. Et pour en revenir à ce qu'on pensait de mes vins, ce sont des vins de terroir et de famille. Voilà, c'est toute la. Je pense que c'est bien résumé. Ce sont des vins qui rappellent une île, qui rappellent la Corse, qui rappellent le terroir de Patrimonio par son élégance et sa finesse. Donc, quand vous parlez de finesse, j'en suis très fier parce que ça c'est le fruit du travail de 30 ans, d'avoir poussé les racines et aller rechercher la fraîcheur de la roche-mère. Et chez nous, la roche-mère, c'est du calcaire. Le calcaire, c'est pour évidemment. ça que ça donne toujours cette minéralité, cette fraîcheur, voire même cette salinité sur les blancs. Et ça leur confère une buvabilité, comme disait mon ami Nicolas Stromboni, une buvabilité à laquelle on n'aurait pas pensé.
sur des vins produits dans le sud de la France. Quoi, exactement. De l'Europe, on peut dire. Je vous confirme que j'ai rarement bu un vin corse aussi buvable, mais le mot je trouvais vraiment bien approprié, Carlo. C'est un peu un mot tarte à la crème. Là je trouve qu'il... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce mot. C'est simplement que parfois on l'emploie à tort. En fait, je dois dire que, alors si on parle de nos goûts, moi qui suis pas spécialement toujours attiré vers les vins du Sud, pendant que vous parliez, j'ai goûté. On a vu ça. Il y a vraiment une explosion de fruits, et puis vous avez cette acidité dans ce vin rouge qui vous chatouille la langue, et il y a jamais ce que j'appelle parfois dans certains vins du Sud le moment amer. Et ici pas du tout. Et je dois dire que ça tape 14 degrés, mais ce sont 14 degrés que vous avez envie de boire au soleil. On avait une petite question encore, c'était hors antenne, sur un débat que c'est très personnel, mais je parlais du Nieluccio comme un cousin éloigné du Sangiovese, et vous confirmez, ou bien c'est une erreur de... Moi, je pense que c'est plus qu'un cousin, c'est même un frère de Sangiovese. Voilà. C'est un frère de Sangiovese, mais qui s'est adapté ici depuis plusieurs siècles. Ouais. Vous savez, comme je dis, la Corse a été sous domination génoise pendant 5 siècles. Et oui. Et les Génois nous ont pas laissé que les tours en Corse. Ils nous ont laissé d'autres cépages. Et le Nieluccio est le cépage par excellence à Patrimonio, puisque nous sommes en monocépage sur l'appellation Patrimonio, alors que dans d'autres appellations de Corse, où ils élaborent de très bons vins également, ils ont d'autres cépages, entre autres le Chacarel, qui est un cépage essentiellement produit sur des terroirs granitiques et schisteux. Nous avons essentiellement du Nieluccio. Et le Nieluccio, pour moi, c'est le frère jumeau du Sangiovese, mais qui s'est adapté ensuite à notre appellation de Corse et de patrimoine en particulier. Eh bien voilà, en tous les cas, c'est à découvrir, le château Loisel. On est à Patrimonio. On peut venir vous voir là pendant les vacances ? Oui, si les gens prennent rendez-vous, il y a aucun problème. Voilà, Antoine Arena, on va vous laisser avec notre confrère américain qui va certainement faire briller votre approche outre-Atlantique, et c'est formidable. Bravo Antoine Arena, et merci beaucoup. Merci à vous. Belle journée à vous. Merci, au revoir. Avant de se quitter, je voudrais quand même laisser la parole à Nicolas Stromboni concernant cet univers des vins. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire globalement de la qualité de ces vins corses produits avec ces cépages locaux dont on a parlé? On peut parler du Vermentigno en blanc, on peut parler de ces cépages produisant des vins rouges. Grosso modo, on a affaire à quoi? On a affaire à des vins partisans et singuliers. Alors après, on peut aimer le parti pris ou pas, on peut aimer la singularité ou pas. En tout cas, il y a une vraie personnalité très très tranchée. Mais par contre, le dénominateur commun de tous ces vins-là, effectivement, c'est fraîcheur, facilité d'approche, qualité de fruits. Parce qu'encore une fois, même si le mot bio n'est pas marqué sur toutes les étiquettes, la plupart des exploitations viticoles aujourd'hui ont une approche extrêmement propre de la viticulture. Patrick Botcher? Je confirme tout à fait. Et ce côté frais est vraiment étonnant, parce que souvent on a l'impression qu'on est dans le sud, qu'on va avoir des choses opulentes, et vraiment c'est tout le contraire ici. Buvabilité, c'est pas un petit mot, c'est vraiment un grand mot. Et puis j'aimerais insister aussi que ces vins sont d'une très grande garde. Ceux qui veulent s'aventurer, parce qu'ils ont quand même un certain prix, on parle quand même en général entre 30 et 40 euros la bouteille. Ah oui, quand même. On est sur des choses qui peuvent garder 10, 15 ans, que ce soit blanc ou que ce soit rouge. Je rappelle voire beaucoup plus. Oui. Voire beaucoup plus. Hein. Nous, on a de notre boutique au chemin des Vignobles Ajaccio la plus grosse collection de vieux vins corses au monde, et on remonte sur 45 ans. Ça m'étonne pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on goûte des vins des années 68, 70, en blanc et en rouge. Bon, en muscat, on n'en parle pas parce qu'il y a une capacité de garde sur le muscat qui est presque infinie, mais sur le blanc et sur le rouge, on goûte des vins qui ont une quarantaine d'années, qui n'ont pas l'ombre d'une ride, qui sont savoureux, séveux, qui sont frais. Bon, j'insiste vraiment sur le fait d'encaver, c'est un mot qui vous plaît en Belgique, encaver des vins corses rouges et blancs, bien sûr, quand le millésime le permet, quand le goût est le vôtre. Et ça va donner quoi, ce millésime 2017, d'après vous? Ce millésime 2017 démarre pas très très bien. On a démarré un petit peu comme partout en France avec beaucoup de grêle. Là, beaucoup de chaleur sur des plaies meurtries. Moi, c'est des millésimes qui me plaisent jamais vraiment. On appelle ça des millésimes de vignerons. Quand les vignerons sont vraiment sensibles et talentueux, ils arrivent toujours à tirer quelque chose de millésime comme ça. Mais je crois qu'on n'est pas parti pour faire quelque chose de très 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 abouti. D'accord. En revanche, quelle serait l'année à mettre en évidence et peut-être à acheter si on a l'occasion de déguster des vins corses?
Alors, si vous aimez les rouges 2015, bien évidemment. Si vous aimez les blancs, j'irai plutôt sur 2014, qui est un millésime un petit peu plus frais, mais malheureusement, on ne trouvera plus de 2014, puisque aujourd'hui, les vins blancs qui sont à la vente dans la plupart des propriétés sont déjà issus du millésime 2016. Quelques rares vignerons proposent du 2015. Le 2016 en blanc est pas mal du tout, parce que c'est un millésime assez frais, moins réussi en rouge, parce que moins généreux, moins étoffé, moins plat, mais c'est rare d'avoir des millésimes chez nous, en tout cas, qui sont aussi bons en rouge qu'en blanc. Je crois que, de mémoire, je crois qu'il y a eu un seul millésime là, ces 20 dernières années, ça a été 2001. Bon, ben voilà, c'est noté, Carlo. Nous partons en Corse. J'ai l'impression qu'on a fait un tour particulièrement éclectique. Vraiment magnifique. Là, je suis devant le livre de Nicolas et je suis devant la recette de tartare de langoustine du Cap Corse avec du cédrat corse et des noisettes torréfiées. Nicolas, c'est tout simple, ça. Vous m'emmenez? Des noisettes, du cédrat. Je vous reçois avec grand plaisir. Du pain, du vin, des oursins, c'est vraiment une bible pour découvrir cette cuisine insulaire, cuisine de Corse, commis par vous, Nicolas Stromboni, et c'est publié aux éditions Marabout. Et puis on vous retrouve à Ajaccio dans votre jolie cave à vin, on peut le dire comme ça, et vous ferez un plaisir d'accueillir nos compatriotes qui sont friands et surtout de les faire déguster de la Sophie. Corse. Voilà, Patrick Botcher, on vous retrouve en livre dans le guide des vins qui ont de la gueule. Oui, tronche de vin. Tronche de vin. Et puis Carlo, on se retrouve en ce qui nous concerne la semaine prochaine en grande forme. L'été, du voyage, de l'exotisme, meilleur. des recettes à suivre les amis, la météo et les infos. Très très belle journée à l'écoute de La Première et belles vacances à vous. La Première, podcast.